Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va aborder plein de sujets. On va parler programmation, perte de poids, prise de muscle, réathlétisation, intégration de certains exercices pour certains athlètes de terrain de sport collectif. On va parler des outils qu'on peut utiliser pour traquer certaines données et finalement on va parler de la place de la course dans nos entraînements. Donc plein de sujets aujourd'hui. On va essayer d'être rapide et efficace en apportant énormément de valeur et assez d'informations que vous pourrez utiliser. Parce que le but à chaque fois c'est bien entendu de partager des trucs pratiques parce que l'information sans exécution ça sert absolument à rien. Ok. Donc pourquoi j'ai décidé d'aborder plusieurs sujets? Parce que déjà je vous remercie, vous êtes nombreux à me poser des questions. Je le rappelle, il y a un lien dans la description où vous pouvez tout simplement poser votre question avec sans limite de caractère. Vous pouvez écrire autant de trucs que vous le souhaitez, comme ça me permet d'avoir plus d'informations, plus de contexte afin de vous aider au maximum. Donc la première question à laquelle on va répondre c'est: est-ce qu'on peut prendre du muscle et perdre du gras en même temps? Ok, il y a ce sujet qui fait un peu controverse. J'ai déjà abordé tout ça il y a 1 an et demi, mais je pense que j'ai pas apporté assez de nuances et assez d'informations. Donc on va répondre à ça dans un premier temps. Ensuite on va parler des montres connectées. Okay, les montres connectées qui nous permettent, ou des outils connectés qui nous permettent de traquer plusieurs informations. Est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut jeter? Je vais vous donner mon point de vue sur le sujet. Ensuite on va parler de la leg extension, la machine leg extension. Est-ce que c'est intéressant de l'intégrer dans la programmation pour les basketteurs? Je trouve que c'est pertinent aussi pour éventuellement, d'aborder le sujet également pour d'autres athlètes de sport collectif comme les footballeurs, etc. Okay. Il y en a beaucoup qui disent que le leg extension, ça ne sert à rien, c'est bidon. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Et finalement, quelle est la place de la course dans nos entraînements? Certains disent que c'est un must, certains disent qu'il ne faut pas le faire, c'est mauvais pour les articulations. Comment on intègre tout ça? Si oui, il faut l'intégrer ou non? On va répondre à tout ça. Je vais vous partager mes 2 cents les amis. Donc plein de sujets. On va commencer directement avec la première question. Peut-on perdre du gras et prendre du muscle en même temps? Comme j'ai dit, j'ai abordé tout ça il y a longtemps et je pense que j'ai pas apporté assez de nuances. Ce que j'ai dit dans le dernier épisode, il me semble, je l'ai pas réécouté, mais de manière générale, c'est ce qui est dit dans l'industrie, on ne peut pas faire les deux en même temps. De manière générale, on nous dit ça, sauf pour les débutants, ce qu'on appelle les newbie gains. Au début, on peut observer ces gains simultanés en termes de prise de muscle et de perte de gras. Et de manière générale, c'est un peu ce qui est on est d'accord dessus sur l'industrie. Dans l'industrie, c'est que voilà, on va procéder en termes de phases. C'est-à-dire qu'on aura des phases où on va faire des régimes, on va chercher à perdre du gras, et des phases où on va chercher à construire du muscle. On va se focaliser sur la prise de muscle, c'est ce qu'on appelle les bulking phases, okay? Les phases de prise de masse entre guillemets. Okay? J'ai déjà abordé tout ça, mais je vais faire un petit récapitulatif là-dessus. Donc on va essayer d'aborder le sujet en étape par étape, ici en parlant des différentes positions de ce continuum. Okay? Alors, la réponse à la question, peut-on perdre du gras et prendre du muscle en même temps? La réponse, c'est oui. Toutes les évidences nous montrent que oui, on peut perdre du gras et prendre du muscle en même temps. D'accord? Mais comme j'ai dit, c'est un continuum. C'est-à-dire qu'en fonction de différents facteurs, on va se positionner sur ce continuum du débutant à l'avancé. Ok? C'est un des facteurs. Donc les 3 facteurs sont les suivants qui vont influencer ce phénomène de perte de gras et de prise de muscle simultanée. Le premier facteur, c'est notre expérience en salle de sport ou avec des exercices de renforcement musculaire. Okay? Est-ce qu'on est débutant? Est-ce que ça fait 1 an, 6 mois qu'on fait de la salle? Est-ce que ça fait 5 ans? Est-ce que ça fait 10 ans, 15 ans? Okay? Premier facteur à prendre en considération. Deuxième facteur qui est intimement lié, je dirais, avec cette expérience en salle, c'est est-ce qu'on est proche de notre potentiel maximal de prise de muscle. Okay? Est-ce que je suis au début de ce phénomène de prise de muscle ou est-ce que voilà, je sens que là ma prise de muscle elle est vraiment le processus se fait très lentement, tout simplement parce que on peut pas prendre du muscle à l'infini et je me rapproche de mon potentiel maximal. Okay? Deuxième facteur à prendre en considération. Troisième facteur à prendre en considération, notre taux de masse grasse. Est-ce que j'ai un taux de masse grasse qui est élevé ou est-ce que j'ai un taux de masse grasse qui est bas? Et donc c'est une combinaison de ces 3 facteurs qui va nous positionner sur ce continuum en disant d'un côté du continuum, oui, je vais répondre de manière conséquente à ce phénomène, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire les deux en même temps, ou alors je vais être de l'autre côté du continuum où ça va être compliqué d'avoir les deux en même temps. Donc on va s'expliquer. On va commencer par le premier côté du continuum où on a une expérience en salle de sport qui est très faible, c'est-à-dire qu'on vient de commencer la salle de sport, on est au début de notre quête de ce processus de prise de masse musculaire, d'accord? On n'a pas pris beaucoup de muscles, donc on a encore un gros potentiel devant nous, et on a un taux de masse grasse qui est relativement élevé, ok? Plus on a ces facteurs accumulés avec cette description-là, plus l'ampleur de ce phénomène sera importante. Donc plus j'ai de la masse grasse, moins je suis expérimenté, moins j'ai de masse musculaire, plus je vais pouvoir prendre du muscle et perdre du gras en même temps si je fais les choses correctement. Par choses correctement, il y a certains points clés à garder en tête. Okay?
plus je suis avancé, donc là on arrive sur le spectre intermédiaire. Intermédiaire, c'est possible, mais l'ampleur va être moindre. C'est-à-dire que on va pas observer exactement la même magnitude au niveau de la prise de muscle et de la perte de gras. Donc éventuellement, ce que ça veut dire, c'est que oui, ça va se faire à un certain degré, mais au bout d'un moment, on va devoir transitionner et se placer dans un camp. Si on a avancé, eh bien, il s'avère que oui, on peut observer. Les évidences nous montrent, je devrais plutôt élaborer le tout comme ça, certaines évidences, la littérature scientifique nous montre que même chez des athlètes avancés, eh bien, on peut observer ce phénomène. On va observer une perte de gras et une prise de muscle simultanée. Mais il y a un caveat à tout ça. Je pense qu'il y a un détail qui n'est pas mentionné. C'est pour ça que dans l'industrie, on a eu ce discours et que moi-même, j'ai eu ce discours que je tiens toujours à l'heure actuelle. C'est juste qu'il y a de la nuance à apporter. Et ça fait du bien de revenir sur ces évidences-là pour détailler le tout. Donc, repartons sur le débutant. On a compris ça. Le débutant, vous pouvez faire les deux en même temps. Quels sont les points clés à garder en tête si on veut vivre ce phénomène, expérimenter ce phénomène? Il y a 3 points clés qu'il faut manipuler, qui sont, qui sont les points clés conventionnels, si on veut, globaux au final. Okay, pour la perte de gras, le premier truc à garder en tête, eh bien, c'est qu'on doit créer un déficit calorique. Alors, pour les débutants novices à début d'intermédiaire, eh bien, on veut créer un déficit calorique. Un déficit calorique qui est relativement bas, ok? Relativement bas, je vais revenir dessus après, expliquer pourquoi on veut que ça soit pas un déficit calorique qui est éventuellement trop agressif. Ensuite, on veut faire des entraînements en salle de musculation, des entraînements de résistance qui ont un effort stimulant. Et par effort stimulant, j'ai déjà abordé ça dans d'autres podcasts, c'est-à-dire qu'on va ramener nos muscles proches de l'échec ou à l'échec, avec des fréquences adaptées, etc., avec un nombre de séries, répétitions, etc., qui sont adaptées, bien entendu, à ce qu'on veut faire et à notre capacité actuelle. Mais quoi qu'il en soit, c'est le signal qui va nous permettre de construire du muscle. Et c'est ce que j'entends par stimulant. Ce qui ne serait pas stimulant, c'est-à-dire faire des entraînements où, au final, voilà, ça nous a pas brûlé, on n'a pas ramené nos muscles proches de l'échec ou à l'échec, ça a servi à pas grand-chose. À part construire de l'endurance musculaire, éventuellement, eh bien, c'est pas ce qui va nous permettre de construire plus de muscles. Il faut envoyer un signal à notre corps pour nous dire, hey, t'as pas assez de ce truc, il faut que tu en construises plus. Et finalement, il faut avoir une consommation de protéines qui est adéquate. Et adéquate, je vous ai déjà donné le grammage durant l'épisode précédent, entre 1,6 g par kilo de masse maigre à 2,2, voire la littérature nous permet même de pousser jusqu'à 3,4. Donc de manière générale, moi ce que j'aime utiliser, c'est 2 grammes. Okay, 2 grammes par kilo de masse maigre ou alors de poids idéal pour ceux qui ont un taux de masse grasse qui est relativement élevé. Ok, j'ai abordé ça dans le dernier épisode. Si vous voulez plus d'informations comme ça, envoyez-moi tout simplement un message, laissez un commentaire et moi je me tâcherai d'élaborer un peu plus le tout là-dessus. Mais il y aura plein d'informations là-dessus qui viendront par la suite de toute façon. Ok, donc ça ce sont les 3 points clés à garder en tête. Pourquoi j'ai mentionné le fait qu'on veut créer un déficit calorique qui est léger et pas trop conséquent. Déjà, si vous êtes débutant, vous avez peu d'expérience en salle de sport, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie de votre routine, vous allez entamer de nouvelles activités, okay? Nouvelles activités qui vont stimuler vos muscles, etc. Donc, par définition, vous allez déjà créer ce déficit calorique. Okay? Donc, ça, c'est ma première recommandation avec les clients avec qui je travaille. Je me dis, ok, on vient de commencer, on est débutant, on va pas s'attarder sur la diète, à vouloir suivre une diète avec un nom bien précis, avec des règles bien précises. Change rien, ok? Change rien et on commence directement avec tes entraînements. Déjà avec ça, on devrait voir un changement parce qu'on passe de 0 activité à 2, 3 entraînements, 4 entraînements dans la semaine. Forcément, on augmente nos dépenses énergétiques. Donc forcément, on va créer ce déficit calorique si on ne change rien. Éventuellement, si on veut augmenter ou on veut réduire un peu notre apport, notre consommation, eh bien on va le faire très légèrement. Je dis n'importe quoi ici. Vous avez l'habitude de consommer 4 sodas dans la journée. Ok, on va en consommer seulement 2. Bravo, ça fait 300 calories en moins, c'est déjà beaucoup, ok? 300 calories en moins à la fin de la journée, vous accumulez ça sur la semaine, d'accord? C'est une perte de gras qui est conséquente en plus de l'activité que vous allez augmenter. Donc ça, c'est le premier conseil que j'invite tout le monde à intégrer, ok? Ne faites pas tout en même temps. C'est la pire erreur à vouloir faire, d'accord? C'est pas intéressant du tout parce que tout simplement, c'est pas soutenable. Donc, si vous êtes dans ce spectre-là, voilà ce que vous devez faire pour avoir les résultats souhaités. J'insiste également sur le fait d'avoir des entraînements structurés qui sont stimulants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien d'avoir un entraînement. En fait, votre entraînement, il est stimulant, certes, mais il va être stimulant jusqu'à un certain temps. Au bout d'un moment, le corps va s'adapter. Okay? En anglais, on appelle ça accommodation. Il va s'accommoder. Je ne sais pas si le terme est correct en français, mais quoi qu'il en soit, il va s'accommoder au stress que on va induire. Donc, on doit amener un nouveau stress. Et on va le faire déjà au sein d'un bloc d'entraînement à travers un principe qu'on appelle la surcharge progressive. C'est-à-dire qu'à chaque entraînement, vous voulez faire
à chaque fois un petit peu mieux, un petit peu plus. Ça va être un petit peu plus en termes de répétition, un petit peu plus en termes de kilos. Mais au bout d'un moment, on peut pas faire plus, ok? On peut pas faire plus, ça sert à rien de faire plus. Donc il faut amener un nouveau stimuli, un nouveau stress, ok? Et c'est là que il y a l'importance à créer un entraînement structuré. C'est très 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 important. D'ailleurs, shameless plug, allez checker mon programme hybride physique. À l'heure actuelle, il est encore à 50%. À l'heure à laquelle ce podcast va sortir jusqu'à fin mars. Donc, si vous voulez un entraînement structuré sur 3 mois qui vous apprend à organiser le tout correctement et sculpter votre physique, eh bien, c'est fait pour vous, ok? Je place le shameless plug, mais c'est pas obligé d'être mon programme. Ça peut être n'importe quel programme tant que vous respectez ces principes-là, tant que c'est cohérent, très important. Maintenant que vous avez compris tout ça, vous savez comment agir. Il faut savoir que ces principes-là, de toute façon, s'appliquent pour toutes les autres personnes qui se trouvent dans d'autres positions sur ce continuum. Que vous soyez intermédiaire ou que vous soyez avancé, eh bien, les mêmes règles de base s'appliquent. C'est-à-dire que pour perdre du gras, on doit créer un déficit calorique, ok? On doit consommer une grande quantité de protéines de toute façon parce que c'est ce qui va nous permettre de construire du muscle et on doit avoir des efforts stimulants. Donc au final, ça ne s'applique pas uniquement à cette catégorie de débutants, ok? Mais pour les débutants, c'est important d'y insister parce que les autres, on a déjà un peu cette routine en place. Maintenant, on en vient à l'intermédiaire. Comme j'ai dit, l'intermédiaire, eh bien, ça va marcher jusqu'à un certain temps. Okay, un certain temps, ça va marcher. Et au bout d'un moment, on stagne. Okay, on voit que on perd pas de gras et on prend pas de muscle. Éventuellement, c'est ce qu'on va observer pour les pratiquants de musculation qui ont comme pratique première, je dirais primaire, la musculation. Si vous faites un autre sport, c'est un peu différent et je vais aborder ça dans un instant. Donc, vous faites votre musculation, au bout d'un moment, ça stagne. Et c'est là qu'au bout d'un moment, il va falloir transitionner et se dire, ok, je vais plutôt me diriger vers un des extrêmes. Okay, je vais plutôt me mettre sur le spectre de la prise de muscle ou alors de la perte de gras. Et il en va de même pour les avancées. Les avancées, eh bien, au final, ce que la littérature nous montre, c'est que des athlètes avancés peuvent vivre ce phénomène, expérimenter ce phénomène. Mais souvent, les athlètes qui sont mentionnés sont des athlètes qui n'ont pas comme pratique première la musculation. Et c'est là, en fait, que y a cette confrontation entre ce qui a été dit par le passé, éventuellement, et ce qui est dit aujourd'hui. Alors moi, je pense que pour les athlètes avancés qui ont comme pratique primaire la musculation, eh bien, on n'a pas le choix, d'accord? Ceux qui ont un taux de masse grasse qui est bas, qui sont proches de leur potentiel maximal en termes de prise de muscle et qui, voilà, ont une expérience en salle de sport, eh bien, eux, ils n'ont pas le choix, ok? Moi, je suis dans cette catégorie, j'imagine. Eh bien, c'est que on n'a pas le choix, on est obligé de se positionner dans des phases, ok? On est obligé de se dire, ok, là, je dois me concentrer plus sur la prise de muscle, ok? Ou alors plutôt dans la perte de gras. Et pour les intermédiaires qui transitionnent et qui voient qu'au bout d'un moment, on a maximisé ce phénomène où on arrivait à faire les deux simultanément, eh bien, c'est exactement pareil. Pour la perte de gras, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un déficit calorique, un léger déficit calorique ou plus agressif en fonction des objectifs qu'on a et des deadlines qu'on a. Mais quoi qu'il en soit, on doit passer par ce déficit calorique. C'est-à-dire qu'on va réduire notre consommation ou augmenter notre dépense énergétique ou éventuellement les deux si on fait les choses bien. Bien entendu, si on est dans l'extrême, je ne recommande pas de faire les deux, mais choisissez la stratégie qui vous convient le mieux. On crée un déficit calorique léger, ce qui va nous permettre de maintenir au maximum notre masse musculaire et de perdre un maximum de gras pour qu'on ait un bon ratio. J'ai déjà parlé du skinny fat, etc. Si on ne fait pas les choses bien, on va perdre autant de masse musculaire que de gras. Okay, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut perdre principalement 90% de ce qu'on veut perdre. On veut que ça soit du gras. Okay, on veut que ça soit de la masse grasse et pas du muscle. Comment on le fait? Entraînement de résistance stimulant et consommation de protéines adéquates. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Maintenant, pour la prise de masse musculaire, il faut savoir que, je l'ai déjà dit, je le redis, la prise de muscle se fait très lentement. Donc ça ne sert à rien de créer un surplus énergétique qui est trop important. Si on est dans cette catégorie de gens avancés, eh bien pour construire du muscle, on doit être soit à maintenance, soit en léger surplus. Si on a un taux de masse grasse qui est très bas, eh bien il faut être en léger surplus. Okay, c'est une quantité d'énergie au final, c'est un transfert d'énergie. Si on regarde le tout à travers la lentille de la physique. Quoi qu'il en soit, on veut créer un léger surplus calorique. Okay, très léger, de façon à ce que le surplus calorique soit utilisé pour construire du muscle et qu'on ne stocke pas trop de gras. Donc quand je vois les gars qui font des bulking phases et qui rajoutent 1000 calories par jour, je trouve ça ridicule. Et c'est pour ça qu'au final, ils se retrouvent à prendre plus de masse grasse qu'autre chose et ils doivent faire un énorme régime pour perdre tout le gras qu'ils ont accumulé. Donc calmez-vous, c'est un processus qui prend du temps, ça sert à rien de se précipiter. Comme j'aime bien le dire, moi j'ai un objectif de 10 ans, 15 ans. Dans 15 ans, je vais être le sexy daddy, 45 piges, super balèze. Les gens vont dire, mais t'as quel âge? T'as 25? Ouais, exactement.
j'ai 25, Francky, voilà, 25 ans, l'âge biologique. Je rigole ici, mais je rigole pas trop, les amis. Donc voyez les choses sur le long terme, c'est le meilleur truc que vous puissiez faire. Donc voilà, les amis, vous avez la réponse à vos questions, il n'y a pas de secret ici, comme vous voyez. On peut faire les deux, c'est important simplement de connaître les points clés, comment manipuler tout ça, et comprendre également que quand on est en maintenance, je vous invite presque tous à commencer à maintenance calorique, c'est-à-dire à rien changer au début, simplement à manipuler un truc en même temps. Donc si vous manipulez vos entraînements, manipulez ça dans un premier temps. Ok, je commence à avoir des résultats, mais pas assez, ou pas assez vite. D'accord. Encore une fois, en gardant en tête que on veut être assez conservateur quand on parle de vitesse. Maintenant, je change une autre variable. Je réduis mon apport calorique. Je réduis doucement, une petite quantité. Ok, ça marche. Peut-être je le rends un peu plus agressif, le déficit calorique. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc voilà, les amis, pour cette question, j'espère que ça pourra vous aider. Ensuite, j'ai une deuxième question ici de Juliana qui a posé la question suivante. Hello Kevin, peut-être que tu en as déjà parlé, mais tu penses quoi des montres connectées Garmin, Apple Watch, Fitbit, etc. pour le suivi d'un entraînement ou dans la vie de tous les jours, calories, minutes d'intensité, BPM, de la fiabilité et de l'intérêt de la visualisation de ces données. Ok, donc question intéressante de Juliana. Ok, je pense qu'on est beaucoup à utiliser ces montres connectées. Personnellement, moi j'ai toujours eu des Garmin, j'ai toujours aimé ces Garmin. Maintenant, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui n'a pas de la valeur, qu'est-ce qui est prouvé, qu'est-ce qui n'est pas prouvé. Le premier truc qu'on sait, c'est que on a un moniteur cardiaque qui nous permet de mesurer la fréquence cardiaque et ça, c'est prouvé, même Garmin eux-mêmes le disent sur leur site. Je sais pas si ça l'est toujours, mais à l'époque ça l'était. Ou voilà, c'est pas assez précis. C'est pas autant précis qu'un strap, un moniteur qu'on mettrait autour de sa cage thoracique. Ça, c'est beaucoup plus précis. Donc déjà, la fréquence en battements par minute, c'est pas très précis. C'est le premier truc à garder en tête. Ils le disent eux-mêmes. Maintenant, il y a un truc qui est pas très précis, c'est au final toutes les données que vous avez récoltées sont pas précises du tout. C'est aussi simple que ça. Autant le nombre de pas que vous allez prendre, et je vais revenir après sur ce qui est pertinent ou pas. Le nombre de pas que vous allez prendre, c'est quelque chose que vous allez faire, pardonnez-moi, je pense en anglais ici. Steps you take. Le nombre de pas que vous allez faire, c'est pas correct exactement. C'est-à-dire que éventuellement vous en avez fait 8000, la montre vous a dit 10 000. Ok, c'est pas correct exactement. Ensuite, les calories, ce qui je pense est le plus off, ce qui vraiment peut porter confusion, sont les calories dépensées durant l'exercice. Vous allez faire un exercice et en fonction de votre BPM, eh bien ça va calculer plus ou moins avec un algorithme votre dépense en termes de calories. Et je pense que ça, c'est la plus grosse erreur à comptabiliser, si on venait à utiliser ce terme-là. C'est-à-dire que vous faites votre entraînement, votre monde vous a dit « Oh, j'ai perdu 800 calories. Okay » Et là, si vous traquez, si vous êtes quelqu'un qui traquez votre consommation calorique également, vous allez dire « Ah, ok, j'ai consommé 3000 calories. Ah, ben j'enlève 800 parce que la montre m'a dit 800. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si j'étais vous, je prendrais même pas cette donnée-là en considération, c'est-à-dire la dépense énergétique durant un entraînement, parce que vous avez sélectionné CrossFit sur votre montre, ça vous a dit 800 000 calories, je prendrais même pas ça en considération, on s'en fout au final. Maintenant, j'ai dit toutes ces données sont pas exactes, c'est ce que je voulais dire par le terme correct, elles ne sont pas exactes, mais elles sont pertinentes. D'accord? Pourquoi? Parce que peu importe si elles sont exactes ou pas, elles vont nous permettre d'observer des trends. Elles vont nous permettre d'observer des trends qui vont à la hausse ou à la baisse. Et en fonction de où on veut se diriger, eh bien, on sait qu'on est dans la bonne direction ou pas dans la bonne direction. Qu'est-ce que j'entends par là? Si je vous dis de faire 10 000 pas par jour, que votre montre au final vous en montre 12 000. Ok, 12 000. Au final, vous en avez fait 10 000. C'est pas correct. Mais, d'accord, il y a une marge de 2 000, une erreur de 2 000. Mais si le lendemain ou dans une semaine, vous en faites 14 000, d'accord, ça veut dire que vous êtes à la hausse. Ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. Ok, ou l'inverse éventuellement en fonction de l'objectif. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas correct, mais ça nous permet d'observer des trends. Et c'est ça au final qui est important. Pareil pour votre fréquence cardiaque. Si on utilise toujours les mêmes mesures, les mêmes données, le même outil, avec le même algorithme, etc., ça nous permet de dire si on va dans la bonne direction ou pas, si c'est à la hausse ou si c'est à la baisse en fonction de ce qu'on veut observer. Donc selon moi, de ce point de vue-là, c'est très pertinent. Donc c'est des marqueurs que vous pouvez utiliser bien entendu et qui sont importants. On a parlé des pas. Les pas rentrent dans cette catégorie qu'on appelle le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Okay? Donc tout ce qui n'est pas relié à l'exercice en soi. Tout ce que vous faites,
au final, qui n'est pas relié à l'exercice, ça représente une grande dépense énergétique. Beaucoup plus que vos entraînements en salle de sport. Croyez-moi, beaucoup plus. Donc là, quand je bouge avec mes mains, quand je parle, etc., quand je marche, tout ça, c'est de la dépense énergétique. Ça demande de l'énergie à mon corps. Et c'est là que je vais dépenser un maximum d'énergie. Ok? Et c'est là que vous avez un potentiel de créer une différence dans votre perte de gras, dans votre transformation physique. C'est pas à l'entraînement. Si vous restez assis toute la journée et que vous butez 1 heure à la salle, c'est très bien, mais croyez-moi, c'est rien comparé aux petits mouvements que vous pouvez faire durant la journée, qui vont vous taxer plus en termes d'énergie, en termes de dépenses énergétiques, mais qui vont beaucoup moins vous fatiguer. Donc ça, c'est le premier truc à garder en tête. Et dans l'industrie, justement, on utilise ces outils pour traquer le nombre de pas qu'on fait. Et le nombre de pas qu'on fait, c'est un indicateur de tout simplement notre mouvement durant la journée. Et c'est intéressant d'avoir cette mesure-là et de se dire, ok, je vais augmenter mon mouvement durant la journée. Les pas, c'est le seul truc que je peux traquer. Je ne peux pas traquer le nombre de fois que vous bougez vos mains, vous levez, vous rasseyez, etc. Okay, mais les pas, c'est un truc que je peux mesurer. Et si je peux le mesurer, eh bien éventuellement, je peux altérer ces données en augmentant le tout ou en diminuant le tout. Donc les pas, c'est très 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 important. Croyez-moi, j'ai déjà entamé des pertes de poids avec des clients simplement en augmentant le nombre de pas. Ok? Très 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 simple. Donc ne négligez pas ça. C'est sûrement la variable la plus importante si vous cherchez à perdre du gras et à faire une transformation physique. Donc ces montres-là, très pertinentes par rapport à ça. Pareil pour la fréquence cardiaque. Si vous vous levez tous les matins avec une fréquence cardiaque de 100 battements par minute et que tout d'un coup, après avoir fait des entraînements, après avoir amélioré votre système cardiovasculaire, travaillé sur vos niveaux de stress, vous levez avec 60 battements par minute, c'est qu'on est dans la bonne direction. Okay, donc gardez ça en tête. Voilà comment il faut utiliser. Ce que je n'utiliserai pas, comme je l'ai dit, ce sont les calories dépensées durant les exercices. Selon moi, ça c'est off à 100%. Pas à 100%, j'exagère ici, mais vous l'aurez compris. Donc voilà, Juliana, j'espère avoir répondu à cette question. Elle a dit merci pour le contenu, pour le love. C'est que du love ici. Vous connaissez, you already know. Ensuite, j'ai une question ici de Rami Touati. J'espère que je ne suis pas en train de mal prononcer ton nom. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir si le leg extension, c'est un bon exercice pour les athlètes, entre parenthèses, basketteurs. Si oui, est-ce qu'on peut le faire durant la saison? Alors c'est marrant, pourquoi j'ai choisi cette question? Parce que j'ai plein d'anecdotes sur le leg extension. Il faut savoir que dans l'industrie, il y a plein de trucs qui ont changé. Au début, on avait l'ère des bodybuilders, ensuite on a eu l'ère des entraînements fonctionnels, et les entraînements fonctionnels vont à l'encontre de ce que les bodybuilders font, etc. Et je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'entre-deux, on ne comprend pas fondamentalement les choses, on est marié à des exercices, marié à des méthodologies, c'est un peu des sectes un peu dans l'industrie, ok? Et ce qui se passe, c'est que durant l'arrivée des entraînements fonctionnels, eh bien, on a favorisé les exercices avec chaîne fermée. Donc on retrouve deux types d'exercices, les exercices à chaîne ouverte et les exercices à chaîne fermée. Je vais faire en très simple ici pour tous ceux qui ne sont pas de l'industrie. Les exercices à chaîne fermée sont des exercices durant lesquels la partie, le membre sur lequel on travaille est fixe, si on veut. Non, elle n'est pas fixe. Elle va bouger en relation au reste du corps qui, lui, est fixe. Donc là, on va penser exercice sur des machines. Okay, pour c'est simple, exercice chaîne ouverte, exercice sur des machines, dont le leg extension. Okay, donc tous les exercices avec machine sur lesquels le corps est posé et les bras vont bouger, les jambes vont bouger, on appelle ça les exercices avec chaîne ouverte. Maintenant, les exercices avec chaîne fermée sont les exercices qui sont censés ressembler le plus à nos mouvements quotidiens. C'est-à-dire que la partie la plus éloignée, le membre le plus éloigné du centre du corps va être en contact avec le sol, va être fixe au sol. C'est là on pense au squat, on pense aux fentes, etc. Et avec l'arrivée du monde fonctionnel, on nous a dit les exercices avec chaîne fermée, ceux qui ressemblent le plus à nos mouvements quotidiens, aux mouvements qu'on va retrouver dans le sport, sont les meilleurs mouvements. On devrait faire que ça. Okay. Les exercices avec des machines, ça sert à rien, c'est bidon, c'est pas fonctionnel, le corps ne fonctionne pas comme ça. Dans la vie de tous les jours, ça fonctionne pas comme ça, donc on doit jeter ça à la poubelle. Ça va altérer les mécaniques de notre corps. Et c'est complètement faux, c'est bidon. Et pour la petite anecdote, quand j'ai construit mon programme Genou Bulletproof avec mon ami Johan Djourou, ex-footballeur pro d'Arsenal, eh bien, je me rappelle, on cherchait une machine parce que dans la salle dans laquelle on filmait, eh bien, on n'avait pas de machine de leg extension. Et j'ai intégré du leg extension dans ce programme-là. Et pourquoi? Parce que je trouve que c'est un des meilleurs outils pour travailler sur son genou. Et donc, je me rappelle aller dans des salles de cabinets de collègues physio, et je me rappelle des collègues physio, des collègues coachs qui nous disaient non mais pourquoi le leg extension? Il ne faut pas utiliser de leg extension, il ne faut pas utiliser des exercices avec chaîne ouverte, il faut utiliser que des exercices avec chaîne fermée, ça ne fonctionne pas comme ça le corps. Bref, le discours à 2 balles qu'on nous a mis dans la tête. Voilà, on nous a lavé le cerveau, on a toujours fait du leg extension et là on nous dit non, il ne faut pas, etc. Okay, il n'y a pas de nuance entre deux. La question c'est pas chaîne ouverte, chaîne fermée, il faut faire les deux. On peut faire les deux. Okay, les deux sont très pertinents. Alors pourquoi le leg extension est très pertinent selon moi par rapport à des exercices en chaîne fermée? Eh bien déjà,
c'est ce qui nous permet d'isoler au maximum ce qu'on cherche à isoler. Quand on inclut des mouvements en chaîne fermée, souvent on inclut des exercices, on parle d'exercices polyarticulaires ici, qui incluent plusieurs articulations, c'est-à-dire une répartition de charge qui va être placée sur différents tissus musculaires. Et par conséquent, il est difficile de mesurer exactement cette répartition de charge. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir exactement quelle quantité de force va être placée sur certains tissus versus d'autres tissus. Alors que lorsque je me mets sur ma machine leg extension ou sur une machine d'isolation, je sais que 100% de mon focus va être placé sur le membre que je cherche à solliciter, sur les tissus que je cherche à solliciter. Donc déjà de ce point de vue-là, pour moi, il n'y a pas photo. L'isolation au top, c'est super intéressant parce que de toute façon, le corps saura comment intégrer le tout. C'est ça que je trouve bête. Les gens pensent que le corps ne fonctionne pas comme ça, donc si tu fais du leg extension, ton corps ne saura plus utiliser tes quadriceps et ton genou. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Le corps n'est pas bête. Pourquoi? Parce que le langage du corps, c'est la force. Le corps, c'est absolument pas quand vous faites une fente. Il sait pas ce que c'est une fente. Il sait pas ce que c'est un squat. C'est pas quelque chose qui est programmé dans votre cerveau, dans vos gènes. Votre corps, il sait pas ce que c'est que l'entraînement fonctionnel. Il sait pas ce que c'est que le bodybuilding. Il sait pas ce que c'est que le leg extension. Votre corps, tout ce qu'il sait, c'est je reçois un signal de force, je m'adapte à ce signal de force. Mes tissus deviennent plus forts. Et peu importe l'outil qu'on utilise, peu importe si on utilise des fentes, peu importe si on utilise un élastique, peu importe si on utilise une leg extension de Technogym ou une leg extension de Matrix, le corps ne sait absolument rien de tout ça. Tout ce que votre corps sait, c'est je reçois de la force et c'est le signal qui me permet de créer plus de tissus. Ça place de la tension mécanique, ok. Il y a un phénomène dans le corps qu'on appelle la mécanotransduction. Oh, je vais transformer ces tissus et les rendre plus résilients. Fin de l'histoire. Okay, c'est la fin du débat sur le leg extension, c'est bon, c'est mauvais. C'est un très bon outil qui nous permet d'isoler justement le genou. Et j'en reviens à l'aspect un peu des outils pratiques, comment l'utiliser. Donc, le leg extension, ça nous permet d'isoler au maximum le genou. Pour les basketteurs, les footballeurs qui souffrent énormément de tendinopathie patellaire, ok, j'appelle ça tendine, c'est un ligament, ok, ligament slash tendon, d'accord, c'est une confusion dans l'industrie, je sais pas pourquoi on appelle ça un ligament, un tendon en vrai, mais bref, donc on a ce tissu là qui pose problème, ok, ce tissu juste en dessous de la rotule, ligament slash tendon, et ça nous pose souvent problème. Okay, on a ces forces de cisaillement, en gros, à chaque fois qu'on change de direction, le tibia qui va aller vers l'avant, bref, beaucoup de force qui est placée sur ce tissu-là, et ça nous pose problème. Et ben, un des meilleurs exercices pour renforcer ce tendon slash ligament là, eh bien, c'est le leg extension selon moi. Il y a d'autres exercices, des variantes de fente, etc., bien entendu, qu'il faut intégrer également, mais ça nous permet d'être très spécifique. Pourquoi? Parce que je reviens au deuxième point que j'ai abandonné, je sais pas pourquoi j'ai transitionné aussi vite, et bien c'est que ça nous permet de mesurer exactement la charge qu'on place sur ces tissus. Je reviendrai sur le tendon slash ligament patellaire après, ok. On peut mesurer exactement, on a une machine, ok, c'est-à-dire qu'on peut mettre, ok, 10 kg, 20 kg, 30 kg, etc. C'est ce qui nous permet donc d'appliquer le principe, un des principes les plus importants dans notre domaine qui est le principe de la surcharge progressive. Il y a deux principes qui sont très importants. Je le répète à chaque fois à mes élèves du programme Mentorship et tout le monde, c'est du free game ici. Ce qu'on appelle le principe de la spécificité et le principe de la surcharge progressive. Si on pense à travers ce principe-là, on s'en fout des exercices, on s'en fout des protocoles, on s'en fout des méthodes. Ok, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est ce que je me tue à dire depuis 8 ans maintenant. Spécificité, est-ce que je suis spécifique en train de viser les tissus que je cherche à viser, les angulations que je cherche à viser, etc., etc., etc. Ok, oui, j'ai choisi l'angulation, j'ai choisi exactement les tissus que je cherche à viser, pam, spécifique. Maintenant, j'utilise 10 kg, la semaine d'après j'utilise 15 kg, ensuite 20 kg, principe de progressivité. Aussi simple que ça, je suis en train de rendre mes tissus meilleurs. Donc le leg extension, très bon outil. Comment l'intégrer? Vous pouvez l'intégrer de manière générale pour muscler vos quadriceps avec du mouvement, c'est-à-dire avec la phase concentrique et excentrique, c'est-à-dire on monte et on descend très bien. Mais comment je l'utiliserai pour la plupart des basketteurs ou que j'intégrerai, d'accord, ça serait en isométrie. Utilisez une angulation qui représente à peu près 110-120 degrés, ok, 120 degrés d'extension du genou. Et à partir de là, je tiendrai en isométrie. Je ferai des séries. Au début, si c'est très douloureux, je ferai un protocole là-dessus pour vous aider. C'est très douloureux, on tient à basse intensité pendant 40, 60 secondes, 75 secondes, jusqu'à 1 minute 30 éventuellement. Ok, basse intensité. Plus l'intensité augmente, plus on peut arriver à des séries de 45 secondes par exemple. Ok, et éventuellement une série à l'échec. C'est-à-dire que je me mettrai 120 degrés, je mets un poids conséquent. Quand j'arrive à vraiment tolérer de la charge,
J'arrive à vraiment tolérer de la charge pour rendre mes tissus plus forts, mes quadriceps bien résilients dans cette angulation, mon tendon / ligament patellaire bien résilient dans cette angulation, et je tiendrai le plus longtemps possible. Okay? Quand est-ce que je ferai ça? Je ferai ça post-entraînement et post-game. Simple, aussi simple que ça. Je l'intégrerai à chaque fois, au moins une fois par jour. Si j'étais tous les basketteurs et tous les footballeurs avec qui je travaille, on intègre ça à chaque entraînement. Aussi simple que ça, c'est du free game que je vous donne ici. Et le leg extension, c'est un des meilleurs outils pour les raisons que j'ai mentionnées. Donc oubliez tout ce monde fonctionnel et tout ce qu'on vous dit sur le leg extension, intégrez-le à tout prix, ok? Autant avec du mouvement, s'il n'y a pas de douleur, autant en isométrie avec de l'effort max ou alors avec l'intensité appropriée en fonction de votre niveau de douleur si vous êtes dans une phase de réathlétisation / réhab ou alors dans une phase de développement. Je ferai un protocole là-dessus pour vous aider, c'est déjà dans les notes de toute façon. Ça arrive bientôt les gars, croyez-moi, il y a plein de trucs qui arrivent. Dernière question ici de Myriam qui a été posée. Hello K-Swiss, est-ce que tu pourrais aborder la place du run, de la course donc, dans notre approche fitness, en parenthèse, santé ou complément d'une discipline? Certains considèrent que c'est un must, d'autres que c'est à éviter car ça crée un impact sur les articulations. Pourrais-tu apporter de la nuance à cela? Merci pour la réponse. Ok Myriam, c'est une bonne question parce que, bien entendu, on a toujours ces cours. Donc ils disent, ah c'est bien, ah, c'est mauvais. Ok. Et c'est pas comme ça. Vous l'avez compris et j'apprécie que Myriam l'ait mentionné, apporte de la nuance parce que je pense que c'est mon taf et c'est ce que je fais depuis le début. Déjà l'argument de dire, c'est mauvais parce que ça place des contraintes sur les articulations. C'est complètement bidon. Okay, parce que placer des contraintes sur les articulations, c'est pas mauvais en soi. C'est pas un argument valable. Parce que ce qui rend les articulations meilleures, c'est le fait qu'on place des contraintes sur ces dernières. Par contre, il faut que les contraintes soient adaptées. Il faut qu'on applique encore une fois ce principe de progressivité. C'est-à-dire que si on place la bonne dose de contraintes, c'est très bien. Ça nous amène dans la bonne direction. Ça rend nos tissus, nos articulations plus résilientes. Si on place trop de contraintes, eh bien, c'est trop pour le tissu. Et forcément, là, il y a blessure, etc., etc. Okay, donc, tout est une question de dose au final. C'est pas une question de contrainte ou pas de contrainte. Maintenant, on oublie cet argument de la course est mauvais. La course, ce n'est pas mauvais en soi. Maintenant, est-ce que tout le monde devrait faire de la course? Je ne pense pas, ok? Ou je ne pense pas à l'heure actuelle, en fonction du niveau de chacun, qu'on devrait faire de la course. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lorsqu'on court, eh bien, on place une charge conséquente sur ces articulations, qui parfois peut être très rapidement trop pour la plupart des gens, d'accord? Donc, si on court, bah déjà quand on court, pour que vous ayez un ordre d'idée, on parle de 2 fois à 3 fois son poids de corps lorsqu'on fait un jogging, simplement sur ces articulations. Okay, donc, bam, un saut, puis saut, pensez à ça comme un saut, tac, 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 tac. Au bout d'un moment, ça peut vite faire trop. Mais encore une fois, il y a une règle qui s'applique, qui est très simple, qui s'appelle le principe de la surcharge progressive, le principe de la progressivité. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire, mais on doit le faire progressivement. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on en fait trop au début. On pense que c'est pas beaucoup, d'accord, mais on en fait trop au début. La plupart des gens devraient commencer avec des fois un run, une course autour de leur bâtiment, ok? Bam, ça aura fait 400 mètres, 500 mètres. Pour certains, c'est ça, ok? Pour la plupart des gens, je leur recommande de courir, de commencer leur course avec entre 500 mètres et 1 km. Ok, sois conservateur. Après, tu fais 1 km 5, 2 km, 3 km, ok? De manière conservatrice. J'ai fait un podcast là-dessus il y a durant la période du coco, du Vivi, on peut pas dire les noms parce qu'on peut se faire cancel ici. J'ai fait un épisode où je disais comment courir sans se blesser, un truc comme ça. Allez checker ça, je parle du système de progression de la fréquence. Donc en gros, en très résumé ici, tu commences avec une petite course de moins à 1 km, 500 à 1 km. Ensuite, tu peux passer à 1 km et demi, 2 km. Ensuite, tu veux augmenter la fréquence. Au lieu de passer directement à 3-4 km, tu vas faire 2 km le lundi, 2 km le jeudi par exemple. Okay, de cette façon-là. Donc un système de progression qui a du sens, où d'abord on augmente un peu la distance et ensuite on augmente la fréquence et ensuite on augmente la distance, etc. etc. Okay, donc j'invite à faire le tout comme ça, d'accumuler du volume de cette façon-là. Accumuler du volume de manière progressive. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'également, il faut certains prérequis au niveau de nos articulations. Si on a déjà des articulations qui ne fonctionnent pas bien, même appliquer ce principe de surcharge progressive, eh bien, il y a un travail à faire en parallèle ou au préalable plutôt, avant d'entamer cette course progressive. C'est-à-dire que je dois prendre soin de mon genou avant tout, je dois prendre soin de ma cheville dans un premier temps, et ensuite je peux intégrer ce principe de progressivité. Okay, donc chaque chose en son temps. Et finalement, le dernier truc que j'aimerais mentionner, c'est que pour la plupart des gens, la course, ça demande une certaine technique de course. Les gens pensent qu'il suffit d'aller courir, etc. Alors oui, on devrait tous être capables de courir, mais on a perdu cette capacité. Du coup, on devrait regagner cette capacité à maîtriser le mouvement, contrôler le mouvement, etc. Okay, donc,
prenez un coach de course. Apprenez-en un peu plus là-dessus, ok, sur comment vous déplacer quand vous faites de la course. Et quand vous commencez à courir, quand vous appliquez ce principe de progressivité, pensez vraiment à ne pas vous focaliser sur la vitesse, sur l'intensité, mais beaucoup sur la technique de course. Ok, est-ce que j'ai une bonne coordination, le bon contact avec le sol, le bon rythme, etc., etc. Ok, ça, je pense que c'est très, très, très important, principalement au début. Et ensuite, une fois qu'on a maîtrisé ces techniques de course, eh bien, on peut intégrer tout ça régulièrement. Maintenant, la plupart des gens, comme j'ai dit, ne devraient pas commencer là. Donc, pour faire votre cardio, pour bénéficier des gains de votre système cardiovasculaire, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, j'intégrerai simplement des exercices, des outils, des modalités qui sont beaucoup plus faciles à maîtriser, qui ont une porte d'entrée qui est beaucoup plus accessible parce que d'un point de vue technique, facile à exécuter. Là, on parle du vélo, ok? Peu importe le vélo que vous allez utiliser, on parle de la machine elliptique, ok? Des trucs comme ça. Vous allez avoir des gains cardiovasculaires, c'est votre but, c'est ça, des gains cardiovasculaires. Eh bien, j'intégrerai le tout comme ça. Une autre considération éventuellement pour les gens qui sentent que, voilà, qui ont d'autres priorités, imaginons que la course. Vous voulez pas devenir des marathoniens, mais vous aimez courir et vous savez que c'est quelque chose que vous appréciez faire, mais c'est pas la priorité. Vous voulez simplement l'intégrer dans votre programme, ok? Quelqu'un comme moi, c'est mon exemple. Moi, ma priorité, c'est vraiment le développement athlétique et j'aime m'attarder sur lever des charges relativement lourdes. J'aime courir, enfin, j'aime sprinter, j'aime sauter, etc. Donc, ma priorité va être tournée autour de ça. Et ça place déjà pas mal de volume, de contraintes sur mes articulations, sur mes genoux, etc. Donc je sais que parfois, je vais vouloir prioriser plutôt du vélo, une autre machine, un truc comme ça, parce que je sais que si je fais une course où je vais courir 5 km ou peu importe, bah, je sais que peut-être mes genoux vont être un peu, voilà, ils vont commencer à siffler, etc. Ça va porter préjudice à ma priorité. Donc c'est là que j'essaie de faire des choix smart. Si éventuellement je suis dans une phase où j'utilise moins d'exercices qui vont placer trop de contraintes sur mes articulations, où j'ai peur d'excéder justement cette capacité, je vais rester toujours dans la bonne dose, et bien éventuellement là je peux intégrer de la course plus régulièrement, plus de volume, etc. Donc il faut simplement savoir manager tout ça en fonction de votre ressenti, en fonction de votre programme. Donc la course, c'est pas un must pour répondre à Myriam ici, c'est quelque chose d'intéressant à intégrer si on a la capacité de le faire, si on peut le faire de manière progressive et que ça a du sens dans la programmation d'un point de vue macro, d'un point de vue général. Donc voilà les amis pour cet épisode. On a répondu à plein de questions. J'espère que ça pourra vous aider. Si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire. Allez sur votre application Apple Podcast, lâchez un 5 étoiles, lâchez un commentaire sur YouTube si vous voyez ça sur YouTube. Et surtout, faites un screenshot, partagez cet épisode avec vos amis. Vous savez, ça aide toujours les gens. Lorsqu'on entend certains messages venir de la part d'autrui, on ne sait pas pourquoi, mais ça résonne toujours mieux. Donc voilà, dans tous les cas, nous, on se voit, /parle très bientôt. Peace.